Bonjour à toutes et à tous. Je suis Diane Escorcia. Je suis ravie de vous accueillir à cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi par le réseau des INSPE pour cette 8e édition est celui de l'histoire et de l'épistémologie des disciplines. Cette thématique est traitée au cours de ce cycle des conférences du point de vue d'une diversité des disciplines de recherche en éducation, la didactique des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation physique et sportive, des sciences expérimentales, des langues vivantes, de l'éducation à la durabilité et enfin du point de vue de la psychologie et de la philosophie. Je vais aujourd'hui assurer la fonction de modératrice. Au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sous l'icône « Questions ». Je vais ensuite faire une synthèse de ces questions pour les poser au conférencier à la fin de sa présentation. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter Monsieur Jean-Louis Berger qui nous proposera sa conférence intitulée « Des apports de la recherche en psychologie d'éducation à la formation des enseignants, rétrospective et regard critique ». Jean-Louis Berger est professeur ordinaire au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg en Suisse. Entre 2009 et 2020, Jean-Louis Berger a travaillé comme professeur à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle à Lausanne. Il a alors été co-responsable du champ de recherche processus d'apprentissage et de soutien. Parmi ses thématiques de recherche principales, on trouve l'apprentissage autorégulé ainsi que les croyances des enseignants. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages récents sur l'apprentissage autorégulé, dont l'un paru en 2020, qui s'intitule « Prendre en charge son apprentissage, l'apprentissage autorégulé à la lumière des contextes ». C'est un ouvrage co-dirigé avec Sylvie Cartier, paru en 2020. Je vais donc laisser la parole à Jean-Louis, que je remercie au passage d'avoir accepté l'invitation du comité scientifique. C'est à toi, Jean-Louis. Voilà, bonjour tout le monde. Eh bien d'abord, merci Diane de cette présentation et puis merci aussi pour l'invitation à présenter donc sur un thème qui m'intéresse particulièrement puisque j'ai dans les formations que je dispense à l'université, eh bien j'ai un public d'enseignants, futurs enseignants du secondaire et puis ma discipline c'est bien la psychologie de l'éducation, donc je suis bien dans cette question des opportunités et des difficultés aussi à l'enseignement de cette discipline pour les futurs enseignants. Voilà, donc je parlerai de différents sujets, notamment la question de l'épistémologie, que je vais considérer sous l'angle de la façon dont les connaissances sont produites dans la discipline de la psychologie de l'éducation, et puis ensuite du décalage, et c'est peut-être là le plus intéressant, décalage ressenti avec l'utilisation des connaissances, voire la pertinence des connaissances. Vous dire encore que je travaille en Suisse, donc je ne suis pas expert dans le système français, que je vais avoir un apport qui sera donc externe, avec notamment des notions plutôt issues de la littérature anglo-saxonne, et puis quelques études que je présenterai qui seront soit réalisées dans un contexte suisse, soit plutôt international. Et puis encore vous dire que le hasard fait qu'aujourd'hui, il y a une fête d'étudiants juste dans la cour de l'université. Donc, on risque d'avoir un petit peu de musique à certains moments, mais normalement, ça devrait aller comme ça, avec les fenêtres fermées. Voilà, donc j'aimerais vous parler de différents sujets. D'abord, j'aimerais définir un petit peu ce que c'est la psychologie de l'éducation, parler du rôle central de cette psychologie de l'éducation pour former les enseignants, mais peut-être aussi d'un rôle qui a été désigné comme magique, c'est-à-dire d'une certaine critique de la place de la psychologie dans la formation des enseignants. Et puis toujours dans cette première partie, aborder à partir de deux études brièvement ce que pensent les étudiants, les futurs enseignants, et ce que pensent les experts quant aux connaissances qui devraient être apprises, mobilisées, celles qui sont nécessaires pour l'enseignement.
Et puis dans la deuxième partie, j'aimerais proposer quelques apports de la psychologie à la formation des enseignants. Alors quelques apports un petit peu historiques et puis d'autres qui sont un petit peu plus récents. Alors bon, évidemment, ça mériterait beaucoup plus de temps pour faire le tour de ces apports, puisqu'on parle d'une discipline centenaire qui entretient des relations avec la formation des enseignants depuis un très longtemps, et donc on aurait vraiment de quoi faire voilà, un cours semestriel, un cours annuel sur le sujet. Donc je parlerai dans cette partie brièvement de la perspective de Piaget sur cette question du lien entre psychologie et formation des enseignants. J'aborderai aussi brièvement ce que pensaient les comportementalistes, donc cette théorie de la première partie du XXe siècle, le socio-cognitiviste de Bandura. Et puis ensuite, j'aborderai quelques résultats d'une étude que j'ai pu conduire avec des collègues pour voir si on arrive à travailler, à faire bouger les conceptions psychologiques des enseignants pendant la formation. Et puis dans la troisième partie plus sur la question de l'épistémologie, j'aimerais vous parler notamment des raisons pour lesquelles il y a un souci de validité externe dans les savoirs qui sont issus de la psychologie de l'éducation. Vous parlez aussi des défis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le futur pour essayer de faire en sorte que la psychologie de l'éducation puisse mieux contribuer à la formation des enseignants? Et puis évoquer peut-être quelques pistes pour éventuellement aller de l'avant. Donc au niveau des définitions, d'abord vous dire que la psychologie de l'éducation, c'est, je l'ai évoqué, c'est une branche centenaire si on prend les travaux de Thorndike comme le point de départ, en quelque sorte admis de la discipline. Au niveau des définitions, la première, c'est celle qui vient du dictionnaire APA, donc c'est un dictionnaire de psychologie nord-américain. Et puis on parle d'une branche de la psychologie qui va traiter de l'application des principes, des théories psychologiques sur un éventail de questions liées à l'enseignement, la formation, l'apprentissage, tout ça dans des contextes éducatifs. Donc ça reste assez large, ça peut voilà, couvrir un nombre de notions conséquents. Et puis la deuxième définition, elle est peut-être un peu plus précise. Elle nous dit que la psychologie de l'éducation, elle a pour but de mieux comprendre comment les individus apprennent au niveau des processus, pourquoi ils apprennent, la motivation, comment se déroule le développement, comment les différences interindividuelles vont peut-être affecter l'apprentissage, affecter le développement, et puis comment les résultats d'apprentissage peuvent être mesurés adéquatement, c'est-à-dire la question de l'évaluation. Vous voyez qu'on est sur quelque chose d'extrêmement large, qui est vraiment à la jonction, je dirais, de l'éducation, de la pédagogie et de la psychologie. Il y a peut-être deux points à souligner, deux limites dans ces définitions. La première, c'est la question du registre inconscient. On sait, il y a les travaux de Marcel Postich, qui ont porté là-dessus. Et puis, dans la formation des enseignants, dans l'activité des enseignants, mais il n'y a pas que la partie consciente, visible, il y a aussi tout un registre inconscient. Et la psychologie de l'éducation, dans les travaux les plus importants, les plus courants, eh bien, va largement ignorer ces aspects-là, plutôt se focaliser sur les comportements, mais surtout sur les cognitions, les affects, la motivation. C'est peut-être une première limite à souligner. La deuxième, elle était évoquée par John Dewey, c'est la question de la considération des contenus d'apprentissage. Vous voyez que ces définitions ne parlent absolument pas de discipline ou de contenu à apprendre. Donc le comment on apprend, auquel va s'intéresser la psychologie, d'après Dewey, on peut seulement le comprendre si on fait attention aux effets des connaissances. Le matériel, les contenus qui ont été appris ont un effet sur le développement de l'apprenant, sur les intérêts de l'apprenant. Et puis le psychologue va devoir s'intéresser à ce qui se passe au-delà de la question de l'efficacité des méthodes d'apprentissage. Donc cette définition couvre beaucoup de choses, mais on peut quand même la critiquer pour n'être finalement que partielle. Signaler encore l'ouvrage que vous avez là dans l'angle en bas à droite, publié et dirigé par Philippe Carré et Patrick Mayen, qui va témoigner comment la psychologie contribue à la remise en question, à l'élaboration des savoirs dans le domaine de la formation généralement, mais aussi de la formation à l'enseignement. Donc c'est une lecture que je peux vous conseiller sur les grands courants psychologiques et leur influence dans le domaine formatif.
Donc d'abord, vous conviendrez avec moi que la psychologie de l'éducation a un rôle forcément central dans la formation à l'enseignement. On sait qu'il y a toujours au moins un cours de psychologie de l'apprentissage humain durant les formations à l'enseignement. Souvent, il y en a plus. On peut dire que la compréhension des processus fondamentaux de l'apprentissage et de l'enseignement vont offrir une base scientifique sans doute utile, probablement nécessaire à la profession enseignante. Donc on pourrait difficilement se passer de cette sous-discipline pour former le corps enseignant. On pourrait aussi dire que les connaissances psychologiques vont constituer des informations qui vont être fondamentales et utiles pour guider les décisions des enseignants, leurs pratiques. Et puis enfin, présupposé qui est largement partagé, c'est que les étudiants auraient d'abord, dans un premier temps, besoin de savoirs fondamentaux, factuels, conceptuels sur la psychologie de l'apprentissage, du développement, de l'enseignement, pour être ensuite en mesure d'aller appliquer ces connaissances, de les mobiliser dans leur pratique. Donc on a forcément besoin, vous conviendrez, de la psychologie de l'éducation. Et puis enfin, à l'extrême, c'est Wolf Holkoy qui nous le dit, qui nous l'écrit, que le cours le plus important, la psychologie de l'éducation, c'est celui-là que vous suivrez si vous voulez enseigner. Donc on est un peu dans un état d'esprit où on est convaincu de la pertinence forcément évidente de cette discipline. C'est intéressant parce qu'il y a assez peu d'arguments à l'encontre de ces conceptions-là, mais il y en a un qui a été développé par une chercheuse qui s'appelle Fengler, et puis elle nous parle d'un rôle qu'elle qualifie de magique de la psychologie de l'éducation, toujours dans le contexte de la formation des enseignants. Et puis elle aborde 4 points. Le premier point, c'est l'habitude. Elle nous dit qu'en fait, la psychologie, c'est une science fondée sur des preuves, et puis qu'il y a nombre de psychologues qui vont affirmer, sans autre preuve, que les connaissances psychologiques favorisent par définition la qualité de l'enseignement. Mais quand on va chercher des études au niveau de l'efficacité, en fait, on se rend compte que rien ou très peu ne prouve que l'étude de la psychologie de l'éducation puisse avoir un effet identifiable, mesurable sur les enseignants et la qualité de l'enseignement qui est presté. Donc l'argument de l'efficacité, il est en fait fondé, d'après Fendler, sur une croyance en la magie. On n'a pas de quoi soutenir cet argument. Et puis ensuite, elle nous dit encore que la place de la psychologie de l'éducation, finalement, elle est peut-être due à d'autres facteurs. Elle n'est peut-être pas due au facteur de son caractère essentiel pour les pratiques, mais elle est peut-être due d'abord au fait que la psychologie a pu contribuer à faire progresser le statut professionnel de la formation des enseignants pour devenir une discipline académique, un département universitaire. C'est ce qu'on a vécu dans notre pays dans les dernières décennies, où on a fait monter le niveau d'exigence et le niveau de formation pour les formations à l'enseignement. Et puis grâce à la psychologie, d'après l'argumentaire, ça a permis de justifier cette montée en niveau. Et puis enfin, au niveau politique et gestion, la recherche en psychologie serait bien plus utile pour justifier des choix politiques éducatifs par rapport à d'autres disciplines qui seraient peut-être plus lointaines, plus difficilement interprétables pour les politiques éducatives. Donc, s'il existe un problème qui serait analysable d'un point de vue psychologique, alors on va estimer qu'on pourra le résoudre par des politiques qui sont fondées sur les résultats de la recherche en psychologie. Ça semble assez logique. Et donc, les décideurs politiques vont faire un usage sélectif, opportuniste, des résultats de la recherche en psychologie de l'éducation pour soutenir leurs réformes, leurs propositions. Et puis ça, on l'a vu récemment, on l'a vu dans le canton de Genève en Suisse, où une réforme qui visait à plus d'hétérogénéité au niveau du collège, de l'équivalent du collège français en Suisse, eh bien, a été refusée en votation populaire, notamment sous pression d'arguments politiques de la droite, donc d'arguments sélectifs choisis dans le corpus des connaissances de psychologie de l'éducation. Donc on n'est pas forcément, en résumé, convaincu par la pertinence ou la nécessité de cette psychologie de l'éducation dans la formation à l'enseignement. Ensuite, on peut s'interroger en prenant le point de vue des étudiants. Donc les futurs enseignants, ici, des futurs enseignants en Espagne, plus de 500, ont dû évaluer l'importance d'une série de sujets, en l'occurrence, c'était les modules de formation, l'importance, mais aussi leur maîtrise des contenus, mais on va s'intéresser uniquement à l'importance dans
dans cette petite analyse que je vous propose. Et puis en fait, ce qu'on remarque, c'est que les 3 sujets vraiment plus importants que le reste des sujets, parmi ce qui a été évalué, c'est en particulier le développement socio-affectif, donc comprendre le développement des enfants, des adolescents, le développement au niveau social, motivationnel, émotionnel. On a besoin, pour ces enseignants, de connaissances conceptuelles, de savoir de base sur cette thématique. Et ça devrait, d'après eux, être utile pour ensuite exercer la profession. Il y a aussi le rôle de l'enseignant qui sort très fortement. Puis là, on est plus sur des savoir-faire, sur des compétences. Donc, comment je fais pour soutenir la motivation de mes élèves? Comment je fais pour les évaluer, les aider quand ils rencontrent des problèmes d'apprentissage? Comment j'aide, comment je soutiens leurs attitudes face à l'apprentissage? Tout ça, ça rentre dans les sujets les plus demandés ou les plus valorisés par les étudiants. Et puis à l'opposé, vous voyez que les bases théoriques de l'apprentissage, tout en bas, c'est typiquement les processus d'acquisition des connaissances, les processus d'apprentissage. Et ça, ils sont absolument pas valorisés en termes d'importance, ce qui est aussi le cas des compétences de recherche. Ça, je pense que ça n'étonnera personne. Donc, il y a une forte discrimination entre les différents sujets chez les futurs enseignants. Quand on a interrogé les experts, donc ici les experts, c'était 48 enseignants universitaires, alors en l'occurrence cette fois c'était en Allemagne, et puis on leur a demandé de lister une série de sujets, ce qui constitue la liste que vous avez sur la gauche, et puis ensuite d'évaluer le degré d'importance, est-ce que c'est un sujet superflu, utile, indispensable? Et puis vous voyez ici une agrégation des résultats. Et puis sur les 17 sujets, j'ai simplement choisi de vous montrer les 5 plus importants, les 5 moins importants. Et puis comme pour les étudiants, ce qui ressort tout en haut, c'est la question de la motivation. C'est le thème majeur. Donc là, il y a vraiment concordance. Donc, qu'est-ce que c'est la motivation? Comment je motive mes élèves? On dirait que c'est la préoccupation numéro 1, et puis le savoir numéro 1 qu'on aimerait intégrer dans la formation à l'enseignement. Et puis, au contraire de ce que disaient les enseignants, on a ensuite des sujets beaucoup plus théoriques, comme les attributions causales, les processus de l'apprentissage social, la métacognition, l'apprentissage autorégulé. Tous ces éléments-là qui figurent en fait dans les manuels de psychologie de l'éducation qui sont typiquement utilisés dans les cours universitaires. Et donc, on a un contraste dans lequel les experts valorisent les bases de l'apprentissage, les bases théoriques, et puis les étudiants valorisent beaucoup plus l'aspect des compétences et des savoir-faire. Donc, on voit en bref qu'il y a eu une concordance seulement partielle. Vous voyez encore que pour ces experts, ce qui concerne la psychologie cognitive, la mémoire, le transfert, l'attention, tout ça n'est finalement qu'un peu secondaire par rapport aux premiers thèmes principaux que j'ai pu évoquer. Ensuite, moi j'ai fait mes écoles en Suisse, j'ai étudié à Genève, je suis dans l'éducation, donc je ne pouvais pas ignorer ce qu'a écrit Piaget. Piaget, alors il s'est intéressé à l'épistémologie génétique, mais au-delà de ça, il s'est exprimé sur la formation, sur l'école et sur le rôle du corps enseignant. Et il a dit des choses que je trouve intéressantes et en partie encore intrigantes aujourd'hui. Et Piaget nous dit, quand il va nous parler du guidage que l'enseignant va pouvoir mettre en œuvre pour faciliter la fameuse prise de conscience de l'élève, processus mis en évidence dans la théorie piagétienne, il va falloir, d'après Piaget, que le maître ne connaisse pas que sa science, que sa discipline, mais qu'il soit aussi renseigné de très près sur le détail du développement psychologique, de l'intelligence enfantine ou adolescence. Il faudra donc combiner les deux champs disciplinaires selon Piaget. Et puis évidemment, si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une série de problèmes. L'un des problèmes identifiés par Piaget, c'est le problème B, c'est la formation intellectuelle et morale du corps enseignant. Et Piaget nous dit que meilleures sont les méthodes préconisées pour l'enseignement et plus malaisé devient le métier de maître qui suppose à la fois le niveau d'une élite au point de vue des connaissances de l'élève, donc les connaissances psychologiques, comme des matières
mais aussi une vocation dans l'exercice de la profession. Donc, il argumente pour une montée en exigence, en niveau, sur la psychologie dans la formation des enseignants. Et puis les solutions qui sont préconisées par Piaget, eh bien, c'est une préparation universitaire qui va comparer à la formation en médecine, préparation psychologique pour les maîtres du primaire, du secondaire. Et puis il va aussi évoquer, c'est le dernier point, eh bien, une nécessaire union entre recherche et enseignement en intégrant les étudiants dans la recherche dès les premières années pour les rendre sensibles dans les nouvelles connaissances qui sont issues de la psychologie. Avant Piaget, les théories comportementalistes ont dominé toute la première moitié du XXe siècle. Et puis ces théories, elles sont intéressantes parce qu'elles ont imprégné les pratiques de formation du corps enseignant. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'éléments qui restent aujourd'hui appliqués dans les pratiques d'enseignement ou dans les pratiques de formation des enseignants. Donc, c'est intéressant de passer un petit peu en revue de quoi il s'agit. Puis là, j'ai dégagé quelques principes tout à fait partiels. C'est évidemment une réduction de la complexité de la pensée de ces théories-là. Mais ces théories, en fait, ce qu'elles nous disent, c'est que les écoles de pensée, les méthodes de recherche qui vont traiter de l'esprit, du niveau cognitif, émotionnel, elles ne sont simplement pas scientifiques, pas fiables. Elles ne sont pas nécessaires. Il faut au contraire une science psychologique qui va s'inspirer de ce qui se fait dans les sciences physiques. Donc, on va se focaliser sur les phénomènes observables et mesurables. Et c'est ça dont on va tenir compte et pas ce qui se passe dans l'esprit des individus. Et donc, la psychologie de l'éducation va viser, c'est ce qu'elle a beaucoup fait, à découvrir des sortes de lois fondamentales de l'apprentissage, des lois qui seraient applicables au travers des contenus, des disciplines, au travers des contextes. On sait aujourd'hui, évidemment, que c'est relativement illusoire de travailler comme ça, mais ça a toujours un certain impact sur nos pratiques, sur nos modes de pensée éducatifs. Et puis finalement, la théorie argumente aussi que l'apprentissage va se produire grâce à la réalisation de comportements. On apprend en faisant par l'action et pas simplement par l'observation ou la réflexion. Donc la formation à l'enseignement, elle a été largement imprégnée par ces théories. Et puis avec Richardson, on pourrait dégager 3 principes de la formation des enseignants selon ce modèle sous-jacent de l'apprentissage. Le premier, c'est de dire que le rôle du formateur d'enseignant va être de transmettre les compétences et les connaissances aux futurs enseignants. Donc il y a une sorte de transfert de compétences. Le but, ça va être de faire réaliser des activités aux futurs enseignants parce que l'expertise va finalement résider dans le manuel ou dans les médias d'enseignement. Et la personne qui forme sera simplement là pour faire la transmission. Et puis, ce sera finalement relativement simple de préparer l'enseignant puisque les connaissances sont là, elles sont disponibles. Deuxième principe, c'est l'idée que le but de la formation va être d'entraîner le futur enseignant à des comportements pédagogiques dont l'efficacité a été prouvée par la recherche, le fameux evidence-based practices. Et donc, ça sous-entend qu'il existerait des méthodes qui vont fonctionner mieux que d'autres, au travers des situations et des contextes. On revient un petit peu sur ces lois de l'apprentissage. Il suffirait en quelque sorte, pour le dire simplement, de connaître ces méthodes, de les mettre en œuvre, et puis ensuite, on est capable de les appliquer. Et puis voilà, on est bon enseignant. Et puis, troisièmement, les connaissances que l'enseignant doit détenir sont typiquement du type propositionnel selon cette théorie. Donc, par exemple, on sait que si un enseignant accroît son temps d'attente après avoir posé une question, alors les réponses des élèves seront mieux pensées, plus réfléchies. Ça, à nouveau, c'est typique des lois comportementalistes. On sait très bien que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Voilà, à partir de cette théorie, il y aura évidemment pas mal de remises en question sur les décennies qui ont suivi, l'approche cognitiviste, constructiviste qui va venir, mais aussi Bandura et sa théorie socio-cognitive, qui va critiquer tous ces apports-là, d'une part en disant qu'on se fonde sur une série limitée de règles, de lois, qui ont été établies sur la base d'études avec des humains ou avec des animaux. Et puis, allègrement, on les généralise.
et puis aussi qu'on a établi toutes ces lois, tous ces principes dans des situations individuelles sans aucun contexte social considéré. Et donc Bandura va venir avec la théorie socio-cognitive, notamment cette idée d'une réciprocité triadique qui va être développée en réaction aux théories comportementalistes. Puis cette théorie va chercher à expliquer le comportement humain et notamment les comportements d'apprentissage. L'idée, c'est que on doit toujours comprendre l'apprentissage en considérant trois pôles, non seulement le comportement, donc par exemple le comportement, les pratiques de l'enseignant dans sa classe, mais aussi les pôles de la personne, donc les cognitions de la personne, ses croyances, ses émotions, et également le rôle de l'environnement. Donc typiquement, si on considère un contexte de classe, eh bien, le comportement des élèves est un facteur de l'environnement qui va fortement impacter les pratiques de l'enseignant, mais aussi les conceptions de l'enseignant, ses croyances, etc. Et puis l'un des concepts clés qui aura été dégagé dans cette théorie socio-cognitive, c'est celui qui concerne le pôle de la personne. Le plus important, c'est peut-être l'idée de sentiment d'efficacité personnelle. Et puis j'aimerais maintenant venir sur cette question-là, parce que je pense que c'est l'un des apports majeurs en général de la psychologie de l'éducation sur l'enseignement et quelque chose auquel on est en train de porter attention en francophonie, mais finalement, on n'a pas encore fait vraiment le tour des implications. Donc ce sentiment d'efficacité personnelle, eh bien, il est défini comme un jugement, une série de jugements de l'enseignant sur sa capacité à pouvoir atteindre l'engagement et les résultats d'apprentissage qui sont souhaités de la part des élèves. Ceci même si les élèves peuvent rencontrer des difficultés d'apprentissage ou alors se voir démotivés. Plus généralement, c'est la capacité d'atteindre certains buts qui sont typiques de la profession enseignante. Est-ce que je suis capable d'amener mes élèves à atteindre certains buts? Et puis ce sentiment d'efficacité personnelle, il va donc affecter, je l'ai évoqué, les pensées de l'enseignant, les actions, comportements, les émotions des enseignants et des futurs enseignants. Il importe, vous voyez, pour toute une série d'éléments, puisque plus ce sentiment d'efficacité sera élevé, sera positif, eh bien plus les enseignants auront une motivation intrinsèque pour la profession, une volonté d'innovation pédagogique, c'est-à-dire une volonté de changement face au progrès pédagogique, donc aussi pendant la formation, une volonté de prendre les contenus proposés en formation, d'essayer de leur donner du sens et de les appliquer. Et puis également une plus forte résistance au stress, plus d'aspiration, un engagement, mais aussi un bien-être professionnel. Donc on a vraiment toute une catégorie de conséquences extrêmement positives associées à ce sentiment d'efficacité personnelle. Et puis encore, la théorie et puis les recherches vont jusqu'à le montrer, il y a carrément un lien avec les apprentissages réalisés par les élèves, puisque les études montrent que les enseignants qui ont le plus haut sentiment d'efficacité personnelle mettent en œuvre des pratiques d'enseignement d'une qualité théoriquement supérieure qui mènent les élèves à des résultats d'apprentissage, à une qualité d'apprentissage plus conséquente, de meilleur augure. Donc on a vraiment ici un concept central auquel on devrait, je pense, porter encore un peu plus attention. Ce concept, il est notamment mobilisé, parmi d'autres, dans un autre rapport que je voulais évoquer de la psychologie de l'éducation. Ici, on est un peu à un niveau d'analyse différent. Ici, on se situe dans l'analyse de la psychologie des enseignants quand ils se retrouvent en particulier face à une réforme pédagogique. Vous savez que les réformes pédagogiques, elles sont fréquentes et elles ont la caractéristique de souvent échouer. Je pense que ce n'est pas typique de la Suisse, je pense qu'on connaît ça ailleurs. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, comment les enseignants appréhendent ces messages-là et pourquoi est-ce que parfois la réforme aboutit à des changements et pourquoi est-ce que souvent elle n'aboutit pas à des changements ou alors elle est carrément abandonnée. Donc ce modèle-là va nous aider à comprendre
les changements provoqués chez les enseignants. Et je pense qu'on peut le généraliser au-delà de la question d'une réforme pédagogique, on peut le généraliser à des situations d'enseignants en formation qui se retrouvent face à des messages qui sont peut-être différents de leur préconception sur l'éducation et l'enseignement, des conceptions formées notamment dans toutes les années qu'on a pu passer sur les bancs d'école. L'idée, c'est qu'il y aurait différentes pistes dans ce modèle-là. Il y aurait une piste en bas qui serait plutôt une piste du défi, puis une piste supérieure qui serait une piste de la menace. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'une partie des enseignants vont aboutir à un véritable changement conceptuel, c'est la case verte dans la partie inférieure, alors que d'autres ne vont réaliser qu'une sorte d'assimilation, c'est-à-dire qu'ils vont simplement réaliser un changement tout à fait superficiel. Donc, ils vont suivre un peu le message, mais sans véritablement changer ni leur conception, ni leur pratique. Et puis, toute une catégorie de personnes vont tout simplement ne pas changer du tout leur conception et puis continuer à fonctionner comme ils le font de manière personnellement satisfaisante. Et donc, dans ce modèle-là, il y aurait différentes manières d'appréhender la réforme. Si on a déjà une implication de soi-même dans cette réforme, si on se sent concerné, on sent que ça touche notre identité, bien après, il y a toute une phase plutôt motivationnelle, affective, dans laquelle il va falloir qu'on ait une motivation relativement forte, donc une motivation pour la profession, pour l'enseignement, mais aussi un sentiment d'efficacité personnelle assez conséquent, sans quoi on va se retrouver en théorie sur la piste supérieure de la menace. La piste de la menace, si on la suit, eh bien, ça veut dire qu'on va appréhender cette réforme en se disant qu'elle menace notre identité, notre façon de procéder, et donc on va chercher à l'éviter, on va la traiter de manière tout à fait heuristique, en surface, et puis on va décider à la fin si on y adhère, et si on y adhère, eh bien, vous voyez qu'on va simplement changer de manière superficielle nos conceptions, ce qui pourra peut-être satisfaire une partie des attentes, ou alors on va décider de ne pas y adhérer, tout simplement, et puis de rester sur nos postures. Si on a cette motivation, ce sentiment d'efficacité personnelle, alors c'est là que ça permet d'engager la suite de la piste du défi, qui permet d'approcher les enjeux de la réforme, de traiter les tenants aboutissants de manière systématique, et puis ensuite de décider si on y adhère ou pas. Et puis là, on a évidemment une bonne chance de vivre ou de s'accommoder à un véritable changement conceptuel. Donc je pense que, à part la qualité très théorique du modèle, on a quand même ici un apport de la psychologie de l'éducation pour nous aider à comprendre les comportements, la psychologie du corps enseignant face au changement. Alors, le temps passe vite. Je voulais quand même évoquer avec vous quelques résultats, puisque j'ai dit qu'en fait, on ne sait pas trop, finalement, si la psychologie de l'éducation a vraiment un apport. Est-ce que vraiment ça permet de changer les pratiques, les conceptions des enseignants? Alors, dans un projet que j'ai réalisé avec mes collègues il y a quelques années en Suisse, on a essayé d'étudier simplement l'impact de la formation des enseignants. Donc, pas seulement la partie psychologique, mais il y avait toutes sortes de disciplines, comme dans une formation à l'enseignement complète et complexe, sur un public qui enseignait dans des écoles professionnelles auprès d'adolescents et de jeunes adultes. Et donc, on a interrogé des enseignants au début de formation, après une année, après 2 ans. Et puis, une autre question, celle que j'aborde ici, c'est de savoir s'il y a du changement, si les enseignants modifient leur conception et leur pratique face au message de la formation. Et puis les résultats montrent, d'une part, qu'on a, par la formation, fait évoluer le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants. Les petites étoiles indiquent un changement statistiquement significatif. Vous voyez qu'on avait 71 enseignants qui ont participé 3 fois. Et puis, ils se sentent au fur et à mesure de plus en plus efficaces pour mieux engager les élèves dans l'apprentissage ou pour préparer des cours d'une meilleure qualité. On a aussi pu montrer que les enseignants devenaient de plus en plus constructivistes dans leur conception pédagogique profonde, générale,
Donc, ils adhèrent de plus en plus à l'idée qu'il va falloir centrer un enseignement sur l'élève et beaucoup moins sur le savoir ou sur eux-mêmes. La transmission directe diminue, elle, au fur et à mesure du temps de formation. Donc, on a un relatif succès par rapport à ça. Et puis aussi, de plus en plus, ils pensent que finalement, utiliser le bâton, la carotte, c'est-à-dire des motivations extrinsèques pour essayer d'engager les jeunes dans l'apprentissage, eh bien finalement, ce n'est pas forcément efficace. Donc, ils adhèrent à ces éléments-là. Évidemment, tous ces éléments-là sont corrélés entre eux. C'est une grande constellation, disons, de conceptions pédagogiques qui ne sont pas indépendantes les unes des autres. Et puis enfin, sur les pratiques, alors c'est les pratiques déclarées, ce qu'on a pu observer, c'est que les enseignants comprennent au fur et à mesure de la formation que l'exercice de l'autorité en classe, dans la gestion de la classe, une autorité, disons, autoritariste qui s'appuie sur un contrôle, eh bien, c'est quelque chose qui est finalement pas le plus intéressant, pas le plus efficace. Et puis, au fur et à mesure du temps de formation, eh bien, ils vont déclarer cette pratique comme étant de moins en moins adoptée, de moins en moins favorable. Et puis, à l'inverse, vous voyez qu'il y a des pratiques qui sont déjà bien établies dès l'entrée en formation et puis qui restent donc à des niveaux relativement élevés. Donc, je pense que le projet a permis, en fait, de montrer qu'on peut modifier les conceptions des enseignants, notamment dans la direction actuelle d'une partie des connaissances de psychologie de l'éducation. Ici, sous-jacent, il y a par exemple la théorie de l'autodétermination ou d'autres modèles, et donc la formation serait en mesure d'avoir un impact là-dessus. J'en arrive déjà à la dernière partie de ma présentation, c'est la partie épistémologique. Et puis là, en titre de diapositive, j'ai trouvé intéressant de vous indiquer ce qu'une étudiante a écrit dans l'évaluation de mon propre cours sur les processus d'apprentissage. Et elle écrit: la matière était certes intéressante, mais en tant que future enseignante, je cherche à apprendre les applications de la théorie. J'ai trouvé ça assez révélateur, et puis ça m'a fait penser à toutes sortes de connaissances qu'on a déjà. On sait déjà qu'il y a quand même une assez forte déconnexion entre les savoirs scientifiques et puis ce qui est mobilisé ou ce qui est jugé utile dans les pratiques d'enseignement, ou du moins entre les attentes du corps enseignant. Et puis là, j'ai trouvé chez Dewey, puis après chez James, des phrases finalement centenaires, mais à mon avis toujours actuelles en partie. Donc par exemple, Dewey va nous dire que les futurs enseignants entrent en formation avec une série de standards naïfs, implicites. Par exemple, qu'un bon enseignant, c'est l'enseignant qui a une classe, qui reste calme, qui écoute. Ou alors des élèves qui réussissent bien les tests. Ça, c'est une série de standards avec laquelle on arrive en formation, puis on se rend compte ensuite que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis donc, ce qu'ils veulent surtout trouver, c'est comment faire avec la plus grande assurance de succès pour accomplir ces standards. Et Dewey nous dit, disons-le négativement, ils veulent des recettes. Et ainsi, pour ces personnes-là, eh bien, la science n'a de valeur que parce qu'elle adjoint un tampon d'approbation à telle ou telle procédure spécifique, et non comme une lumière pour guider les pas ou alors pour éclairer le chemin. Donc, vous voyez que Dewey est assez négatif sur ces éléments-là, mais je pense qu'il n'a pas tort et qu'on se retrouve toujours confronté à ces difficultés aujourd'hui. Et puis James a un point de vue un petit peu différent. Il nous dit carrément qu'on commet une erreur, une très grande erreur, si on imagine que la psychologie, science des lois de l'esprit, est quelque chose dont on va pouvoir déduire des programmes, des méthodes, des schémas, des méthodes d'enseignement qu'on pourra utiliser immédiatement en classe. La psychologie est une science, l'enseignement est un art, et les sciences ne génèrent jamais les arts directement d'elles-mêmes. Cela nécessite un esprit inventif, intermédiaire, l'esprit de l'enseignant, qui doit faire l'application en utilisant sa créativité. Et ce que dénonce ici James, je pense que c'est une dérive qu'on connaît beaucoup dans le lien entre psychologie de l'éducation et pratique d'enseignement, c'est la dérive du psychologisme, cette idée qu'on pourrait dégager des résultats
et puis ensuite les traduire, les adapter dans des pratiques d'enseignement. La question, à mon avis, on peut la traduire sous ce terme de validité interne, validité externe. Donc l'interne, c'est les standards de recherche, hein. C'est une étude valide, fiable, voilà, qui correspond au canon scientifique. L'externe, eh bien, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la pertinence des résultats. C'est leur valeur pour les pratiques, pour la société. Et puis moi, j'argumenterais qu'il va falloir évidemment se diriger dans une validité tant interne qu'externe. Le schéma peut-être naïf qu'on applique souvent, c'est de penser qu'il y aurait d'abord une recherche fondamentale qui va dégager des processus d'apprentissage, comme l'ont fait les comportementalistes, comme l'a fait le sociocognitivisme, qu'ensuite on pourrait faire une recherche plus appliquée, avec un contexte plus proche de la classe, des élèves, voilà, quelque chose de plus proche du terrain. Et puis qu'à partir de ça, on pourrait traduire dans un changement de pratique. Et puis là, au-delà de la naïveté du processus, il y a aussi la question, à mon avis, éthique, qui dit, qui est la suivante: est-ce que le psychologue de l'éducation peut vraiment se permettre d'agir un peu comme le législateur du comportement, et puis l'enseignant serait là pour suivre les ordres du scientifique, un peu comme un enfant qui obéit à l'adulte qui, lui, connaît les tenants aboutissants de la discipline. Donc ça remet pas mal en cause le lien entre la discipline et puis les pratiques d'enseignement. Et puis ensuite, il y a toute une série d'éléments que j'imagine vous connaissez. Le premier, c'est que la recherche en psychologie de l'éducation, elle est souvent issue d'un paradigme contrôlé de type laboratoire, et donc application largement improbable en classe, résultats parfois triviaux, hein. Parfois, les enseignants disent qu'on enfonce des portes ouvertes, avec certains résultats publiés dans les revues scientifiques. En résumé, une validité externe relativement faible due à cette posture épistémologique. Et puis, on a aussi la façon dont on a communiqué les résultats. Et la plupart des travaux en psychologie de l'éducation, ils vont être écrits pour un public universitaire, et même un public constitué des autres psychologues de l'éducation. Donc, on va rester dans un cercle fermé qui va donner aux connaissances psychologiques une validité interne forte, mais une validité externe faible, inexistante. Et puis, quand on va chercher à accroître la pertinence des résultats, ce qu'on va souvent faire, malheureusement, c'est qu'on va rajouter une section dans les publications scientifiques d'implication pour la pratique. Une section relativement brève dans laquelle on va tenter de faire le lien, mais évidemment, ça ne suffira jamais, voilà, à faire la transition ou à communiquer les résultats d'une manière correcte au public concerné. Je vois que je suis déjà aux 40 minutes, alors je vais peut-être faire en sorte de passer simplement cette diapo et puis de sauter la suivante. Donc il y a toute une série de défis, à mon avis, pour la psychologie de l'éducation, pour essayer de mieux contribuer à la formation des enseignants. Les trois premiers, ils sont déjà mis en évidence par Patrick et leurs collègues. Le premier, c'est peut-être l'idée qu'il va falloir mieux communiquer la pertinence de la recherche. Mieux le communiquer, non seulement à nos collègues, mais aussi à l'ensemble de la communauté éducative. Ça va passer par d'autres modes de communication, et puis ça va passer par des collaborations qui vont nous permettre de mettre en discussion cette série de savoirs. Le deuxième, c'est d'établir des collaborations, alors là, à l'intérieur des programmes de formation à l'enseignement, notamment avec les didactiques disciplinaires. Mieux se parler pour avoir une vision plus partagée, un discours commun pour préparer de manière plus pertinente les enseignants. Et puis ne pas avoir un décalage entre les psychologues qui travaillent le fondamental, les processus d'apprentissage distants qui n'intéressent pas forcément les futurs enseignants, on l'a vu, puis d'un autre côté, des personnes qui forment les enseignants de manière plus directe, plus pratique sur des situations. Donc essayer de rapprocher ces deux publics de formateurs. Et puis ensuite, ça je l'ai évoqué au début, mieux documenter comment la psychologie de l'éducation, comment les cours qu'on dispense vont contribuer aux pratiques d'enseignement. Comment est-ce qu'on fait pour
arriver à faire comprendre la valeur des connaissances qu'on essaye de proposer aux futurs enseignants. Et puis j'ajouterai 2 défis, à mon avis, qui ne sont pas mis en évidence par les autres auteurs que j'ai cités là. Eh bien, c'est mieux tenir compte de la complexité des situations éducatives. Donc, faire des recherches qui soient plus contextualisées et moins fondamentales. Donc, par exemple, adopter un point de vue qui soit un peu plus émique, donc un point de vue qui s'appuie plus sur la perspective des acteurs, c'est-à-dire des élèves, des enseignants, et puis moins éthique, le point de vue éthique, c'est celui qui se veut objectif, puisqu'en fait, on va observer les éléments de manière distante, externe. Et je pense qu'on aurait intérêt à se rapprocher de l'émique pour mieux se faire comprendre, mieux communiquer avec la pratique. Et puis enfin, la double perspective, qui rejoint un petit peu la question de validité interne-externe, qu'on devrait poursuivre une visée de compréhension et en même temps une visée d'usage des connaissances. Si je peux me permettre, je vais juste terminer sur cette dernière diapo, puis les conclusions qui sont plutôt un sommaire, je ferai que les afficher. Donc, cette double visée, en fait, je pense qu'elle est intéressante à penser en considérant notamment ce modèle-là qui nous dit qu'il ne faut pas opposer une recherche fondamentale à une recherche appliquée. Plutôt que de se dire, est-ce que ma recherche est sur un pôle ou sur l'autre, se dire qu'en fait, il y a potentiellement des recherches qui accomplissent les 2 objectifs, les 2 visées dans le même temps. Donc, si on prend dans ce modèle-là des recherches, par exemple, du prix Nobel Bohr en physique, eh bien, on a des recherches qui ont une visée fondamentale, évidemment, mais qui n'ont pas de visée d'usage. Donc, elles vont se retrouver dans un premier cadran qu'on appellera recherche purement fondamentale. Si on prend un cas plus proche de notre domaine, on pourrait s'intéresser au processus physiologique des élèves suivant leur niveau de motivation. Et puis à l'opposé, il pourrait y avoir des recherches purement appliquées, notamment l'exemple des recherches d'Edison sur l'ampoule à incandescence, qui finalement n'ont pas de but de visée fondamentale, elles n'ont qu'une visée pratique. Et nous, dans notre domaine de psychologie de l'éducation, je pense qu'on doit absolument se situer dans le cadran de Pasteur, qui est celui qui donne le titre à l'ouvrage, qui est une recherche fondamentale tournée vers l'utile. Et là, on doit essayer non seulement de développer la base de connaissances pour mieux comprendre les processus psychologiques, mais aussi participer à développer les systèmes et les pratiques des acteurs. Et par exemple, s'intéresser au processus motivationnel dans le contexte dans lequel il se déroule, en tenant en compte toute la richesse, la complexité du contexte. Et je pense que ça peut nous permettre d'aller un peu de l'avant pour que la psychologie de l'éducation, disons, communique mieux, soit plus enrichissante pour la formation des enseignants. Voilà, donc les conclusions, c'est simplement un résumé. Juste dire que je me réjouis des questions, des discussions qu'on va pouvoir avoir. Et puis, je vous remercie donc d'être resté attentif jusque-là. Et puis donc, je redonne la parole à Diane Excorsia pour la suite de l'animation. Oui, merci Jean-Louis pour cette présentation très intéressante qui nous a en effet permis de voir ce parcours en même temps du point de vue historique et épistémologique et des apports de l'enseignement de la psychologie à la formation des enseignants. Donc, la séance des questions est ouverte. Donc, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet qui se trouve donc en bas à droite. Et pour commencer, peut-être pour lancer, pour enchaîner rapidement, on a à peu près une dizaine de minutes pour l'échange. On pourrait peut-être revenir, tu as mentionné cette question, tu as beaucoup développé cette question des conceptions des enseignants et tu nous as présenté, tu as évoqué un dispositif que vous avez expérimenté pour former les enseignants et un dispositif qui vous a montré donc des résultats positifs en termes de changement des conceptions. C'est simplement, la question, c'est simplement avoir quelques précisions sur les composantes, les dimensions de ce dispositif-là. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Oui, merci, volontiers. Alors en fait, nous, on s'est situé d'un point de vue éthique, hein, le point de vue que j'ai critiqué vers la fin, c'est là qu'on s'est situé en tant qu'observateur. On n'était pas acteur dans la formation, et puis on a simplement cherché à décrire les compétences qui étaient développées dans la formation. Et puis à partir de là, on a été questionner les enseignants pour voir s'il y avait vraiment un changement sur une série de compétences que la formation aimerait développer dans le corps enseignant. Et puis on a été tout à fait partiel, hein. On a pris une série d'éléments, mais c'est clair que la formation, je l'ai mentionné, était beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Et finalement, pour cette formation-là, la dimension psychologique n'est qu'une dimension parmi d'autres. Mais ce qui, à mon avis, donne d'autant plus de poids aux résultats, puisque sur des variables, disons, psychologiques de conception générale sur la motivation, par exemple, eh bien, on trouve qu'il y a une évolution chez les enseignants. Donc, on était dans cette posture-là. Maintenant, ce qui manque, c'est évidemment de savoir, 3 ans après, 5 ans après, où en sont les enseignants dans leur conception. S'ils sont revenus à un point de départ, et bien finalement, à quoi bon aura pu servir la formation sur ces aspects-là. Donc ça, c'est évidemment quelque chose auquel on pourrait s'attendre. Mais je pense que ça montre quand même qu'il y a une certaine sensibilité de la part des enseignants en formation sur les contenus psychologiques et qui peuvent adhérer à une partie de ce qu'on leur propose. Alors, je répète que la séance des questions est ouverte. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions, donc j'enchaîne, hein, parce que c'est des aspects tout à fait intéressants. Et donc, comme tu disais, 5 ans ou 4 ans après, on voudrait savoir si, qu'en est-il de leur conception, mais on pourrait aussi se demander qu'en est-il de leur pratique, hein. Est-ce que ce sont des questions que vous avez eu l'occasion d'étudier à travers vos recherches, hein, les liens plus entre croyances et pratiques, qu'elles soient déclarées ou effectives? Oui, alors, on est resté justement sur des pratiques déclarées. Donc après, ça peut forcément différer en partie de ce qu'on aurait pu observer si on s'était assis au fond de la classe, par exemple. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que d'après nous, il y a quand même une forte interdépendance entre les deux. Et puis, il y a comme en quelque sorte des sortes de réseaux de conception chez les enseignants assez contrastés, hein, où il y a toute une galaxie de conceptions qui vont ensemble sur le rôle de l'enseignant et puis ce qu'on peut attribuer aussi en termes de responsabilité dans l'échec de l'apprentissage chez les élèves. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour gérer un groupe, une classe. Donc, tout ça, c'est très cohérent. Et puis, ce qu'on a aussi pu observer, là, je ne l'ai pas montré dans les résultats, on avait aussi conduit une série d'entretiens avec ces mêmes personnes qu'on a interrogées. Et puis, au-delà des effets significatifs qu'on peut observer au niveau du groupe, il y a toute une partie des personnes qui sont aussi restées très fermement sur des postures autoritaires, voilà, sur des postures de départ. Et puis finalement, voilà, pour le dire un peu vulgairement, la formation est peut-être entrée par une oreille et puis sortie de l'autre de manière assez identique. Donc c'est peut-être là que se situe plus le défi sur le changement de posture qui sont fortes, qui sont très ancrées chez les individus. Puis évidemment, la psychologie, comme l'éducation, hein, c'est un domaine dans lequel on a tous des compétences, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient intuitives. Tout le monde a un avis, tout le monde peut le justifier sur base d'expériences personnelles, et ça a forcément toujours une validité. Donc il y a un vrai défi dans ce domaine-là de travailler auprès des futurs enseignants par rapport à leur conception euh, sur la psychologie de l'éducation. Voilà. J'allume mon micro. Alors, j'ai plusieurs questions qui viennent du public. Donc, une première question, comment sortir des dialogues des sourds entre enseignants et chercheurs, par exemple, sur les styles cognitifs constatés tous les jours sur le terrain par les profs et le plus souvent considérés par les scientifiques comme des neuromythes? Donc, comment sortir du dialogue sourd entre enseignants et chercheurs? Ça revient sur les propos que tu as évoqués lors de la fin de ta conférence. D'accord, oui. Alors, bon, c'est clair qu'il y a un décalage, puisque, comme je l'évoquais, hein, il y a ce qu'on appelle des neuromythes qui sont, euh, qui sont infirmés par les conclusions scientifiques. Typiquement, on dit, oui, mais on n'arrive pas à identifier
des modalités d'apprentissage qui seraient plus efficaces en fonction des profils, des styles préférés des élèves. Et puis après, c'est vrai qu'en classe, il y a pas mal d'éléments qui peuvent indiquer le contraire. Donc je pense que pour ça, il faut justement que la recherche soit mieux contextualisée et puis qu'on n'arrive pas auprès des futurs enseignants avec des connaissances fondamentales qui sont testées, appliquées soit hors contexte, comme les lois comportementalistes, soit dans des contextes fondamentalement différents de ceux dans lesquels les enseignants vont exercer. Donc je pense qu'une façon de faire, c'est d'impliquer les enseignants dans les dispositifs de recherche, donc qu'ils puissent contribuer au choix du dispositif, et puis ensuite qu'ils puissent contribuer, peut-être sous forme de recherche collaborative, à suivre le projet, et puis à donner des conseils aux chercheurs pour qu'il n'y ait pas un processus un peu hiérarchique avec le chercheur qui dit ce que vous faites, c'est incorrect, nous on le sait, on l'a testé. Donc je pense que ça pourrait être une méthode. Ensuite, je pense que les efforts doivent venir des deux côtés, et puis c'est vrai que les enseignants devraient aussi remettre en cause leur posture, leurs pratiques, même si elles sont établies, même si elles fonctionnent. Les progrès de la psychologie, des sciences de l'éducation sont là, progressent rapidement. Et puis je pense qu'on ne peut pas se permettre de rester sur des postures pendant 2-3 décennies d'une carrière enseignante. Donc ma proposition, c'est de faire un effort des deux côtés et puis d'essayer de mieux communiquer en ouvrant les salles de classe aux chercheurs pour leur montrer la réalité et puis pour les conseiller dans leurs projets. Et la lecture de textes académiques, évidemment, ne résoudra rien du tout. Ça, on le sait très bien. Eh bien, on a d'autres questions encore. Donc, quelle est la place des sciences cognitives dans la psychologie de l'éducation? Alors ça, c'est une bonne question, puisqu'en fait, les sciences cognitives, où il y a aussi maintenant la mode de la neuroéducation. Je dis mode, ce n'est pas forcément un qualificatif péjoratif, et il y a la psychologie cognitive, et en fait, on se retrouve avec des noms de disciplines ou de sous-disciplines qui sont sur des terrains communs en grande partie. Et pour moi, quand on parle de psychologie de l'éducation, je peux tout à fait y inclure les connaissances de la psychologie cognitive, que je vois tout à fait elles-mêmes incluses dans les neurosciences de l'éducation ou alors dans les sciences cognitives. Donc je pense que finalement, au-delà des termes qu'on va employer, ce qui va être plus intéressant, c'est de savoir la catégorie de processus d'apprentissage auquel on va s'intéresser. Les problématiques, les difficultés des élèves ou des enseignants auxquels on va s'intéresser. Et puis ensuite, on pourra de toute façon aller chercher des explications dans ces différentes sous-disciplines, puis on se rendra, je pense, assez compte du fait que les explications vont être relativement redondantes ou similaires à travers les différentes disciplines. Évidemment, si on s'appuie sur l'école socio-cognitive de Bendoura, ce n'est pas ça qui est vraiment très actuel dans les sciences cognitives, mais je pense qu'elles ont une pertinence à être croisées avec un regard plus purement cognitif pour comprendre les problématiques de l'enseignement, qui se font jamais dans un vide social. Donc je pense que c'est pas forcément, pour moi, c'est pas forcément un problème ou un débat nécessaire, c'est plutôt de conjuguer les expertises et puis les concepts. Alors, j'ai également une question. Alors, concernant la recherche que tu nous as présentée réalisée auprès d'enseignants, est-ce que vous avez pris en compte l'âge des élèves dans cette recherche? Et dans ce cas-là, vous trouvez des différences en fonction de ce facteur? Alors, l'âge des élèves, c'est relativement complexe puisque le contexte, c'est des jeunes qui sont dans un apprentissage en alternance, qui sont principalement dans une entreprise, 1 ou 2 jours par semaine à l'école professionnelle. Et nous, on s'est intéressé aux enseignants qui sont actifs, mais aussi en train d'être formés à la pédagogie pour enseigner dans ces écoles. Donc, les jeunes ont entre 16 et 20 et quelques années. Et en fait, c'est relativement difficile d'identifier des différences en fonction de l'âge. Donc, quand on introduit la variable dans nos analyses, c'est pas du tout prédictif.
Ce qui est plus prédictif, c'est le genre de l'enseignant déjà. Les femmes ont clairement un profil sensiblement différent sur toutes les croyances que j'ai montrées par rapport aux hommes. L'âge des élèves, eh bien, au niveau statistique, dans ce qu'on a investigué, pas vraiment. Après, la différence, elle est peut-être plus dans le type de classe, puisqu'il y a évidemment des apprentissages en alternance sur des métiers qui sont moins prisés, moins exigeants au niveau scolaire. Et puis là, les classes sont un petit peu plus difficiles à gérer, les problèmes de comportement sont plus présents, et donc ça implique des conceptions assez différentes de ce que c'est la discipline. Et puis il y a d'autres formations avec des élèves plus sages, plus scolaires. Donc je pense que c'est plutôt là que peut se jouer les différences dans cette caractéristique du contexte de classe. Après, on a aussi vu qu'il y a des enseignants qui avaient pas mal d'expérience bien avant de débuter leur formation pédagogique, et ça, c'était important. Ça, c'était un critère, en fait, qui caractérisait un petit peu leur conception au premier temps de mesure. Donc, c'est relativement complexe, mais ce n'est pas l'âge des élèves qu'on a pu dégager. Eh bien, j'ai non pas une question, mais un commentaire. Le principe de recherche-action fonctionne assez bien pour créer du lien entre les chercheurs et le terrain, dit un participant. Je me permets de revenir sur cette question de l'articulation entre la recherche et donc le terrain, entre les chercheurs et les enseignants. Tu as parlé tout à l'heure de la possibilité d'ouvrir les écoles aux chercheurs. On pourrait aussi se demander inversement comment procède le chercheur qui, dans un premier temps, n'a pas forcément ce terrain qui est ouvert. Comment il s'y prend? Comment il pourrait s'y prendre pour essayer de tisser des liens beaucoup plus étroits avec le terrain? Est-ce que c'est au moment de la formulation de questions? Est-ce que c'est simplement au moment de la conception de son dispositif? Est-ce que tu as eu des expériences de ce type pour nous donner quelques pistes? Bon, je pense que ça fonctionne beaucoup par connaissance, par réseau, et puis que, voilà, à tort ou à raison, plus le réseau est conséquent, plus on a de facilité à accéder aux écoles, à valoriser notre travail. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, je pense fondamentalement que si on arrive avec un thème qui préoccupe actuellement les enseignants d'une certaine école ou d'une certaine discipline, eh bien, je suis persuadé que les portes vont être ouvertes, à moins qu'il y ait d'autres enjeux institutionnels qui puissent bloquer le processus de recherche. Sinon, une stratégie, c'est vraiment d'aller chercher quelles sont les problématiques actuelles. Et puis, et c'est là que c'est difficile pour les chercheurs, s'adapter à la thématique. Puisque si la problématique est relativement lointaine de mon champ d'expertise, est-ce que je m'approche de ce champ d'expertise et puis du coup, je recommence mes apprentissages sur ce domaine-là, ça me coûte humainement, c'est du temps, de l'énergie, ou est-ce que je renonce et puis je vais voir où est-ce qu'on a besoin de moi. Et puis là, il y a aussi quelque chose dans la définition de l'identité du chercheur en psychologie de l'éducation. Est-ce qu'on est des hyper spécialistes d'un thème très précis, et puis on est renommé au niveau national, et puis on fait ça dans toutes les écoles, ou est-ce qu'on est des gens qui peuvent s'adapter aux besoins des écoles et aux sujets qu'il faut traiter actuellement. Et puis moi, j'irais plutôt vers la deuxième piste, mais ce n'est pas du tout la culture de la recherche en psychologie, où on est forcément hyper spécialisé, et puis on est réputé, on est reconnu pour une spécialisation. Donc là, on est de nouveau dans une tension assez insoluble entre la posture académique et puis la posture de recherche, enfin la posture de recherche, la posture qui pourrait bénéficier au lien avec la pratique. Alors, j'ai une question qui sera probablement la dernière ou l'avant-dernière question, une question qui sort un petit peu du sujet, mais je vais te la poser quand même. Quel est votre avis sur la place du numérique pour développer les stratégies d'apprentissage? Excellente question. Alors, quand j'ai préparé, je me suis dit, tiens, tu parles ni du numérique, ni des neurosciences. Je me suis dit, bon, ça risque d'être un peu vu comme dépassé, mais bon, la place du numérique, je ne l'ai pas traitée, je la traite dans mes cours. Qu'on le veuille ou pas, le numérique, il faut le considérer. Après, moi, je le considère d'un point de vue a priori critique. C'est-à-dire que je cherche à comprendre ce qui peut nous apporter de plus, de mieux, par rapport à ce qui est déjà fait.
On travaille déjà les stratégies d'apprentissage avec des élèves, on le fait sur du papier crayon, on en discute, on conscientise, on fait toutes sortes d'exercices. Donc, qu'est-ce que le numérique pourrait nous apporter? Plein de choses, notamment du partage d'informations, du partage de feedback sur les processus stratégiques, largement facilité par le média numérique, ou alors une collectivisation des connaissances sur les stratégies d'apprentissage au niveau des étudiants, ce qu'on peut difficilement faire dans un cours, ou alors qu'on doit toujours médiatiser via un enseignant, un professeur. Donc moi, je pense que ça, c'est un champ important, essentiel, mais qu'on ne doit pas non plus se limiter aux stratégies d'apprentissage seulement dans le champ numérique. Qu'on doit toujours chercher à développer, par exemple, les stratégies de prise de notes, il n'y a pas de raison de les thématiser que dans une modalité numérique. On sait d'ailleurs que ce n'est pas forcément quelque chose qui est idéal. Donc, je pense qu'il reste beaucoup de recherche à faire et puis que c'est un très beau sujet à investiguer auprès des étudiants. Alors, une dernière question. La psychologie de l'éducation est-elle une des bases de la scénarisation pédagogique? Du coup, on revient sur notre sujet, sur les apports de la psychologie de l'éducation à la scénarisation pédagogique. Alors, je ne suis pas forcément très sûr de ce qu'on désigne par scénarisation pédagogique, mais s'il s'agit de développer une leçon, une série de leçons sous l'aspect des modalités, de la considération du public, du matériel, des objectifs, alors pour moi, oui, tout à fait. C'est un peu ce que je disais au début. On a le présupposé que forcément, il va falloir connaître les processus motivationnels, les processus cognitifs des élèves pour pouvoir développer un scénario pédagogique qui soit adapté, intéressant, et puis qui arrive à atteindre l'objectif qui est celui du domaine ou de la séquence. Donc pour moi, c'est forcément quelque chose, mais qui peut-être reste aujourd'hui très en arrière-fond. C'est-à-dire, oui, je connais les processus d'apprentissage, Bendoura, je sais comment ça marche, mais maintenant, comment je mobilise ces savoirs quand je prépare mon plan de leçon ou ma séquence pédagogique. Et puis c'est là l'enjeu, c'est là la disconnexion, puisque c'est très facile de faire passer des éléments beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus urgents, avant toutes ces considérations psychologiques. Le temps que j'ai à disposition, la quantité de matériel, le comportement de mes élèves, tout ça, ça passe en premier lieu. Et puis du coup, on perd, à mon avis, une série d'éléments qui devraient faire partie de la décision pédagogique. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. En tout cas, je l'ai compris comme ça. Et puis, je pense qu'on pourrait tout à fait procéder en considérant un peu plus les processus d'apprentissage et de motivation des élèves. Eh bien, Jean-Louis, nous sommes arrivés à la fin de cette webconférence. Nous avons déjà dépassé de 7 minutes le temps qui nous a été accordé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, pour cet échange. Merci également au public de vos questions. Donc, je vous invite alors à être pressant lors de la conférence suivante qui aura lieu le 24 mai à 16h30, une conférence de Philippe Hertig du HEP du canton de Vaud, avec la conférence qui s'intitule « Une épistémologie des éducations A », réflexion sur quelques enjeux des formations des enseignants à l'exemple de l'éducation à la durabilité. Et donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie également. Et puis, une bonne soirée à tout le monde.